Bienvenue encore cette semaine à Hockey Magazine. Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous? Un reportage que j'ai bien hâte de vous présenter, Danny. On était allé il y a quelques semaines au Challenge Midget 3A CCM au Saguenay, un tournoi qui regroupe les meilleures équipes midget partout au Québec et même des équipes du Canada. On a eu plusieurs reportages qu'on va vous présenter dans les prochaines semaines. On a eu froid au Saguenay, comme on dit, mais ça a donné du bon résultat. Et là, on va commencer ça dès cette semaine. Tu as eu froid, mais c'est chaleureux, ça. Ben oui, c'est chaleureux, Saguenay. J'ai étudié là, moi, tu sais. J'ai passé des bonnes années là-bas au Saguenay. De mon côté, je vous parle de bâtons de hockey. Pas nécessairement de la confection, mais surtout comment on les choisit. Hockey le magazine, c'est parti! Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor passe à l'action. On est cette semaine à Hockey le magazine avec Jocelyn Thibault, directeur général du Phoenix de Sherbrooke dans la LGMQ. Merci d'être avec nous, Jocelyn. Ça fait plaisir. Jocelyn, on te rencontre aujourd'hui. On est au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le Challenge Midget 3A CCM. Un rendez-vous dans l'année vraiment qui est important. Puis j'ai envie que tu m'en parles un peu. Pour vous, le Phoenix et comme toutes les autres équipes de la LGMQ, c'est vraiment un moment charnière dans l'année. Oui, parce que d'un, pour la plupart des DG comme moi, oui, j'ai vu des matchs Midget 3A, mais j'en ai pas vu beaucoup. Tu sais, on s'est beaucoup concentré sur notre équipe et aller voir d'autres joueurs juniors majeurs, justement, à l'approche de la période des transactions. Fait que j'ai pas vu énormément de matchs Midget 3A cette année, donc c'est vraiment un bon moment pour moi de familiariser avec la plupart des joueurs qui sont éligibles au prochain repêchage. En même temps aussi, ça me donne la chance de voir nos joueurs qu'on a repêchés qui jouent dans le Midget 3A. Et puis, ça donne aussi l'occasion de tout notre staff de hockey est ici, toute notre équipe de recruteurs est ici à Saguenay cette semaine. Donc, c'est le fun d'avoir tout le monde ensemble, on va avoir des rencontres de recrutement, on va reviser plusieurs choses. Donc, c'est vraiment un moment où qu'on fait plusieurs choses finalement. Cette année, vous avez vraiment une grosse année, je pense, avec le Phoenix, on peut le dire. Vous avez une excellente formation, une des meilleures, pas juste dans la Ligue, mais au Canada en général. Parle-moi un peu de cette saison assez spéciale pour vous. Après quelques années de retour dans la LGMQ, cette année, on sent que c'est votre année, vraiment. Oui, bien, on a pris un peu de recul il y a 3-4 ans. On avait besoin, justement, de se ressourcer puis de recommencer certaines choses sur des bases différentes. Et puis, on a vraiment mis beaucoup d'emphase sur le recrutement. On a mis beaucoup d'emphase sur la culture d'équipe, sur faire les choses de la bonne façon, puis mettre l'équipe en premier, puis vraiment repêcher des bons kids qui allaient grandir ensemble. Cette année, c'est sûr, certain qu'on pense... Dans notre prévision, c'est qu'on pensait que l'année prochaine serait probablement une grosse année pour nous. C'est une bonne nouvelle que ce soit le cas cette année. Oui, cette année, on se doutait qu'on avait probablement une équipe pour faire partie du top 6 de la GMQ. Mais d'avoir le début de saison qu'on a eu, c'était un peu surprenant. Donc, on est très heureux de ça. Mais en même temps, on n'a jamais mis l'emphase sur les résultats comme tel. On a toujours mis l'emphase sur le processus, sur la culture, sur jouer en équipe, puis sur la façon qu'on joue. Fait que maintenant, les résultats sont là, mais c'était vraiment pas le focus sur lequel on mettait de l'emphase. Tu fais un travail un peu qui est dans l'ombre, peut-être un peu plus que l'équipe d'entraîneurs. Parle-moi un peu de la période que tu vis présentement. On te rend compte, on est à l'approche de Noël, c'est les transactions qui vont arriver. Pour un directeur général, comment tu vis ces semaines-là? Surtout quand tu as une bonne équipe et que tu sais que ça va probablement bouger quand même. Bien, c'est sûr que c'est des moments fertiles pour nous. C'est le fun parce que c'est le moment pour nous, justement, de peut-être faire certains ajustements à notre formation pour le dernier stretch, comme on dit, pour les séries. Mais, tu sais, je regarde notre formation à Sherbrooke cette année. On ne fera pas 10, 12, 13 changements. Là, on a une équipe qu'on a bâtie. On a une grande majorité de nos joueurs qu'on a repêchés nous-mêmes ou qu'on a rentrés comme agents libres de différentes façons. Donc, oui, on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer depuis quelques semaines, dans les prochaines semaines aussi. Mais toujours en faisant attention, justement, à la culture d'équipe, à la chimie d'équipe. Puis, il faut que les choses rentrent, justement, dans les morceaux rentrent dans le moule
la façon qu'on fait les choses à Sherbrooke. Un mot quand même que je voulais te parler aussi. On l'a rencontré plus tôt cette saison à Hockey le Magazine, Samuel Poulin. On l'a vu avec Nathan Légaré plus tôt cette saison, nous, sur sa relation d'amitié un peu. Parle-moi un peu de l'année qu'a vécu Samuel Poulin dans le dernier 365 jours. Il y a beaucoup d'émotions avec les Pingouins, avec le début de saison que vous avez, les capitaines chez vous. C'est vraiment votre leader à vous. Oui, vraiment. On a nommé capitaine, Samuel capitaine, désolé, vers le mois de février passé. Quelques semaines après la période des fêtes. On sentait vraiment... On se doutait que Samuel serait probablement un capitaine chez nous éventuellement, mais on sentait là, que les choses tombaient en place, autant pour lui que pour la dynamique d'équipe. Et puis on l'a nommé capitaine à peu près en février. Puis depuis ce temps-là, écoute, personnellement, il joue du très, très bon hockey, une très, très bonne fin de saison, des bonnes séries. Il semble carburer à cette pression-là un peu. Oui, tout à fait. Puis... je pense que le message qu'on lui a envoyé était clair, puis je pense qu'il a bien saisi aussi l'ampleur des responsabilités qui venaient avec ça. Et puis, bon, il a été repêché tôt en première ronde. Bien, pas tôt, mais je veux dire en première ronde cette année. Et on a une bonne chambre, un bon groupe de joueurs qui supportent Sam, justement, dans tout ça. Puis effectivement, regarde, écoute, il y a un bon début de saison. Peut-être manqué quelques matchs en début de saison parce qu'il était encore avec les Pingouins, mais il est revenu. Écoute, une très, très bonne saison jusqu'à présent. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné pour aller au camp d'évaluation de l'équipe nationale. Mais en même temps... Il sera là l'an prochain. Oui, effectivement. Puis en même temps, ça va lui donner quelques semaines de repos, j'imagine, de son côté. Fait que grosse année pour lui, puis on est vraiment fiers d'avoir avec nous comme capitaine. Bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. Cette semaine, à notre question de la semaine, on parle du défenseur Thomas Chabot, qui a eu un parcours comme défenseur offensif. Et ça fait longtemps qu'il est un défenseur dominant à l'attaque. Ça date même des Sea Dogs de Saint-John dans la LGMQ. Ben, écoute, c'est un joueur que j'ai eu l'occasion de côtoyer sur la patinoire avec les défis d'Annie Dubé à RDS. Et honnêtement, c'est ce qui m'impressionne, c'est sa fluidité. Ouais. À quel point il est économique dans sa façon de se déplacer. Ça a l'air toujours très, très... Il est fluide, c'est simple. Son jeu est très, très efficace. Donc moi, écoute, honnêtement, là, je sais qu'il fait beaucoup de points chez les juniors et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il atteigne le niveau ultime, faire partie de l'élite de la Ligue nationale, soit des 10-15 meilleurs défenseurs de la Ligue. Cette semaine, on s'intéresse à savoir combien de points exactement il a inscrit au niveau junior en 202 matchs avec les Sea Dogs de Saint-John. Est-ce que c'est A, 147, B, 150 ou C, 153? La réponse après la pause. On s'intéressait avant la pause à savoir combien de points Thomas Chabot avait inscrit alors qu'il portait l'uniforme des Sea Dogs de Saint-John dans la Ligue de hockey junior major du Québec. La réponse est C, 153. Et Danny, tu parlais avant la pause du dernier niveau pour Thomas Chabot, le niveau ultime. C'est quoi le plafond de Thomas Chabot, selon toi? Bien, le plafond, en fait, c'est vraiment de faire partie des 10 meilleurs défenseur de la Ligue nationale. Les grands joueurs veulent être dans ce fameux top 10. Et lui, ce qui va l'aider, c'est que son entourage est jeune. Alors, il y a plusieurs années encore pour se développer, créer vraiment ce qui va se bâtir autour de lui parce qu'il est vraiment la colonne vertébrale du succès futur des Sénateurs d'Ottawa. On verra bien ce que ça donnerait dans les prochaines années. Réunissant 24 équipes, dont 15 de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et 9 équipes venues de l'extérieur, le Challenge Midget 3 est assurément le plus gros événement de la saison de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Nous sommes réunis à l'Abbé et on vous présente un reportage sur l'événement qui a lieu ici du 11 au 15 décembre 2019. Écoute, on est très contents. La deuxième année est toujours une année qu'on dit d'ajustement. Alors l'an passé, on avait quelques petits correctifs à faire, on les a corrigés. Écoute, depuis le matin, ça va très bien. Les équipes ont commencé à arriver hier soir. Le matin, tout s'est bien déroulé. On n'a pas eu de pépins majeurs, juste des choses normales. Ça va très, très bien. Si ça peut continuer comme ça. Puis en plus, il y a un peu de monde au rendez-vous. Parce que dans le jour, c'est pas évident, là. Tout le monde travaille ou les écoliers. Fait qu'on a eu du monde, puis on est bien content. La nouvelle formule qu'on a sortie cette année en décalant les parties de 30 minutes, puis en faisant décoller les parties un peu plus tard pour faire plus de bonheur, ça augmente la qualité du spectacle. Alors, c'est intéressant pour ça. Cette année, ce qu'on a changé aussi, c'est qu'on a ajouté une troisième aréna. L'an passé, on avait 24 équipes dans 2 arénas. Alors, à la fin du tournoi, on s'est assis avec le comité, avec la direction de la Ligue Midget 3A. On a pensé que 3 arénas, ça serait mieux. Alors là, on s'est réajusté sur une troisième aréna. Là, il a fallu organiser la logistique de toutes ces arénas, de toutes ces parties-là, de les céduler les nouvelles games, organiser l'aréna pour l'équipement, puis recevoir les équipes. Fait que pour nous, cette année, c'est un plus pour ça. Pour les bénévoles, de ne pas avoir à transporter d'un aréna à l'autre, on a cédulé avec la Ligue
en accord avec la Ligue, on a mis 8 équipes dans chaque aréna qui jouent les 3 premières parties. Donc, ça aide aussi. Ça aide aux bénévoles, ça aide au comité organisateur. Puis, le challenge budget 3A est meilleur. Il est meilleur pour ça. Bien, c'est de la stabilité. C'est sûr et certain que quand l'an passé, c'était en l'an 1, donc d'une année à l'autre, c'est vraiment juste d'y aller avec une progression au niveau autant de l'encadrement de nos équipes sur place, puis d'avoir quelque chose de très bien rodé, puis que ça se déroule vraiment bien. Donc, on l'a octroyé pour 4 ans. On va voir par la suite comment ça va se faire. On va y aller avec une autre formule. C'est sûr qu'il y a toujours des bids des équipes de la Ligue pour avoir l'événement chez eux. Mais on va voir là, avec les demandes qu'on a aussi, là, autant au niveau des glaces que de l'hébergement. On va voir comment ça va se passer. Peut-être qu'on va y aller avec une formule différente au niveau de l'octroi, des périodes plus courtes. On verra. Tu sais, on a 2 équipes. On a une équipe de bénévoles, l'équipe André Boudreau. Il y a 80 bénévoles. Fait qu'avec André, quand on a ajouté une 3e aréna, avec André, on s'est réunis et on a dit, André, il faut aller chercher des bénévoles pour Arvida. Puis écoute, il y a tellement de contacts, puis il y a tellement de personnes qui connaissent qu'on a été chercher 40 bénévoles pour Arvida. Puis si tu n'as pas ce genre de comité-là dans une organisation d'une telle envergure, tu peux pas avancer. Recevoir 24 équipes partout de la province, des maritimes, tu sais, les hôtels, les restaurants, c'est booké, là. Cette semaine, je vérifiais avec les hôtels, là, puis c'est sold out partout, il n'y a pas de place, là. Fait que, tu sais, c'est des retombées économiques pour la région. Et pour les élites de Jonquière aussi, pour nous, c'est une retombée pour notre équipe. C'est des dépenses de moins. Ça nous permet de nous aider. Puis ça fait connaître notre région. Tout le travail, tous les bénévoles, il y a aussi de 130 bénévoles qui sont ici, qui donnent un coup de main, autant ici qu'à Jonquière. Tourisme Saguenay embarqué depuis l'année passée là, au niveau de l'hébergement. Tout ce qui est au niveau de l'accommodation des équipes, au niveau des hôtels, les repas, c'est des belles retombées économiques pour la région aussi. Puis on sent une petite fièvre du hockey là, autour de la ville de la Baie. On va voir tantôt les élites jouer leur premier match là, avec l'ouverture officielle de l'événement. Donc, non, on est super satisfait du déroulement. On savait qu'on était bien accueillis. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est toujours plaisant de venir. Ils ont toujours un bel accueil. Puis jusqu'à maintenant, ça va vraiment, vraiment bien avec tous les gens qui sont impliqués dans l'événement. C'est une très grande fierté. Puis je suis obligé de souligner, puis ça me fait plaisir, la collaboration qu'on a eue de Promotion Saguenay 1 et de tous les dirigeants de la ville qui nous ont aidés, les gars des arénas, les dirigeants d'arénas, tous les travailleurs, ils sont à nos pieds. On demande, on reçoit. Fait que c'est très bien, c'est merveilleux. C'est là qu'on voit qu'au Saguenay, quand j'ai fait les Jeux du Québec en 2013, on disait le pays des géants. Je pense qu'on on reçoit notre monde présentement comme des géants avec tous les bénévoles puis l'organisation de la ville. C'est merveilleux. Bien, je pense qu'on est déjà l'événement Midget 3 de l'Est du Canada. Oui, il y a le Monctonian, sauf que d'avoir les équipes du Midget 3, ça relève le niveau de jeu grandement. Donc, c'est de voir. C'est sûr et certain qu'avec un tournoi à la ronde, si on grossit, on augmente le nombre de matchs dans la journée. On a quand même une marge de manœuvre avec 3 glaces complètes là, du matin au soir. Là, on a libéré. L'an passé, on avait 6 matchs ici sur chacune des glaces. On est à 4 cette année. Donc, peut-être d'augmenter le nombre d'équipes pour être un avenue pour nous, on en a parlé. On a aussi des projets là, pour la fin de saison. Cette année, c'est notre dernière année qu'on participe à la Coupe Dodge avec la Ligue Midget 3A. On va essayer d'avoir un événement avec nos équipes qui ne participent pas au carré d'as de la Coupe Jimmy Ferrari. Donc, on regarde pour un autre format. Donc, on va voir là, avec cet événement-là de fin de saison comment que ça va aller l'an prochain. Puis, par la suite, on verra si on veut y aller avec une expansion ou peut-être changer un petit peu le modèle, on verra. Bonjour, ici Marc-Édouard Vlasic des Sharks de San Jose. Vous regardez le Hockey le Magazine à RDS. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Alors, bonjour Éric, encore pour le trio hockey. Éric, les bâtons de joueurs, moi, je suis un ancien gardien. Hein, ça fait que ça, c'était plutôt pour l'ennemi. Moi, je n'étais pas... fait que je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Mais ça, c'est quand même un bâton qui est assez spectaculaire au niveau du poids, au niveau des composites et tout ça. Oui, exactement. Bien, juste pour que tu saches, on va venir au bâton de gardien, à l'équipement de gardien un petit peu plus tard dans la saison. Ah, bien ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Toi, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entendre parler du nouveau bâton que tu as entre les mains. C'est le tout dernier de CCM, c'est le Ripcord Trigger 4. C'est exactement le même bâton que Sidney Crosby utilise. OK. Bien, Crosby, c'est un joueur qui aime travailler en bas de la zone. La plupart de ses buts, c'est près du filet lorsqu'il marque. Donc, j'imagine que pour décocher les tirs, il doit avoir une caractéristique
qui est relié à son style de jeu. C'est exactement. Le point de flexion est bas, donc ça fait en sorte que tu dégaines tes tirs beaucoup plus rapidement, puis aussi très précisément. Ben, écoute, lui, c'est vraiment sa force. Puis moi, je reviens toujours, je me ferme les yeux, puis je le vois encore marquer aux Olympiques, alors qu'il était pratiquement sur la ligne des buts quand il a marqué. Tu sais, Éric, Sherwood, pendant longtemps, ils ont été vraiment tout ça dans le marché. Les bâtons de hockey Sherwood, c'était la référence. Et là, on dirait qu'ils reviennent en force avec le Wrecker. Exactement. On a parlé plutôt dans la saison du Wrecker M90, qui est le bâton haut de gamme, donc plus cher. Ouais. Celui-là, c'est le Wrecker M85, qui est exclusif à nous. Vous ne le retrouverez pas nulle part ailleurs. Okay. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la construction est vraiment performante, mais c'est à un prix beaucoup plus abordable. OK. Donc, ça, là, pour les jeunes dans le hockey mineur, les parents vont chercher un bâton qui est quand même performant sur tous les niveaux de compétition. Puis, ils vont être capables de retrouver bon point de flex, bonne composition au niveau de la palette. Ce que je trouvais aussi de la palette, on a vu des bâtons qui coûtaient plus cher un peu plus tôt. Puis on a encore la forme arrondie, là, donc maniement de rondelle, exactement. C'est un excellent bâton, les joueurs de hockey mineur. Quand tu n'as pas le même budget que certains autres joueurs, ce bâton-là est vraiment incroyable. Éric, notre troisième bâton, c'est le Vapor de Bauer. Honnêtement, là, je regarde ce bâton-là. Premièrement, il est super beau. Le design, le cosmétique, le choix de couleurs. Ça s'adresse à quelle catégorie de joueurs, ça? C'est ouvert. C'est un bâton fait pour n'importe quelle catégorie. Il est offert en senior, junior, intermédiaire. Mais pour le prix, c'est un bâton qui ressemble beaucoup. Il y a des performances apparentes au bâton haut de gamme qui est le Flylight. Mais le 2X Team est vraiment un bâton moins cher, mais aussi performant que les autres. Puis écoute, je sais pas combien ça pèse, là, mais je suis épaté. Le poids de ce bâton-là, c'est hyper léger. C'est quoi le poids d'un bâton comme celui-ci? C'est 440 grammes. 440 grammes? Ouais. Écoute, je mange ma soupe. D'après moi, ma cuillère est plus pesante que ça. C'est incroyable. Fort probablement. Mais c'est de la soupe consistante. Là, mais... ben écoute, vraiment, là, je trouve que c'est un super beau bâton. Et la semaine prochaine, on va parler de patins, si ça te dérange pas. Pas de problème. J'ai quelques questions pour toi. C'est Xavier Ouellet. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Mathieu, cette semaine, vraiment toute ton attention est portée sur le joueur de centre et avec raison. Oui, c'est la pierre angulaire de la sortie de zone. Parce que peu importe la rondelle est où, il doit supporter, être en mesure de recevoir la passe, ou sinon aller aider si jamais, mettons, le défenseur s'est fait mettre en échec ou est-ce qu'il y a une bataille sur le bord de la bande. C'est lui, il faut qu'il rentre comme deuxième pour venir récupérer la rondelle. Et lui, c'est comme la soupape. Il aide tout le monde. Il faut qu'il aide tout le monde. Mais pour ça prend un bon synchronisme. Puis aussi, il faut qu'il soit capable de contrôler sa vitesse. Ça veut dire souvent, il va travailler juste en poussée en C, juste avec les talons pour glisser, aller en bonne direction, mais toujours être fléchi pour être tout capable de pouvoir changer de direction rapidement, parce qu'il doit suivre le mouvement de la rondelle. Qu'est-ce qu'il doit éviter? Tourner le dos au jeu, donc d'aller trop vite, avoir la rondelle dans le dos. Si je m'en viens puis je tourne trop rapidement, le jeu change de côté, il y a une fraction de seconde que là, je suis pas en aide à personne, je suis dos au jeu. Je vois rien. Fait que si j'ai un bon synchronisme, je vois la séquence, même si je suis engagé, puis le jeu change de côté, je suis capable de tourner en restant face au jeu pour pouvoir réceptionner la rondelle par la suite ou aider selon la situation. Donc, un contact visuel qui est permanent avec la rondelle et ses coéquipiers. Oui, ça, on appelle ça le sens du hockey. Être capable de lire les situations et les anticiper aussi. Et de se synchroniser exactement avec le reste de ses coéquipiers. On vous observe. Super. On s'installe, ça prend les deux défenseurs dans les coins, largeur des points de mise en jeu. Les ailiers sur le bord des bandes entre les oreilles et puis la ligne de ringuette. Ici, je fais la passe à un des deux défenseurs. Le défenseur, soit qui remet à l'ailier, soit qui se tourne vers la bande pour montrer qu'il est en échec, ou il va à un défense-défense. Puis là, toi aussi, c'est la même chose. Tu peux donner la rondelle au joueur de centre, à l'ailier, ou tu te retournes sur le bord de la bande. Puis à la fin, tu remets la rondelle, freine, pour reprendre la séquence. C'est bon, on est parti. Hop! Toujours en dessous de la rondelle. Parfait. OK. Qu'est-ce qui est important? C'est de toujours être en dessous de la rondelle. Fait que l'exemple, je m'en viens, le joueur de la rondelle, je suis ici, le défenseur envoie la rondelle à l'ailier. Je dois toujours être en dessous de lui du côté défensif. Parce que si je suis rendu ici,
et il échappe la rondelle par rapport à un échec avant, bien, lui, le joueur adverse, il a un accès direct au filet. Si je suis en dessous, il se passe quelque chose, bien, je peux intervenir pour empêcher le joueur adverse de pouvoir rentrer. Puis en même temps, bien, après ça, je récupère, mais je suis capable de pouvoir partir. C'est important que moi, oui, on est en position offensive, mais en même temps, j'assure les arrières de tout le monde. On passe ça, c'est parti. Parfait. Une autre séquence. Il vient aider, le joueur est mis en échec. Puis même là-dessus, tu peux faire quasiment la sortie de zone pour le défenseur. Exemple, défenseur, mets-toi face à la bande. Je viens récupérer la rondelle. Ensuite, je peux faire la passe à l'ailier. L'ailier va se mettre en mouvement. Moi, je me mets en mouvement. On va créer du mouvement vers l'avant rapidement. Tout dépendant en même temps s'il faut que lui soit libre, mais tu peux bouger ta rondelle. On est prêt? C'est parti! Go! Il faut absolument discipliner ces joueurs, leur apprendre à suivre la rondelle, à se synchroniser avec celle-ci, d'avoir un contact visuel permanent. Ça, c'est important pour le joueur de centre. Il peut donc réagir, comme il vient de le faire, à toutes les situations imprévues, toutes les situations qui demandent justement de synchroniser son patinage et d'être au bon endroit pour demeurer constamment une cible pour ses coéquipiers et de réagir sur des rondelles libres, le cas échéant. Mathieu, il y a des incontournables en sortie de zone. Il y en a certainement un. Exécution. Exécution, passe, réception. Si on n'est pas capable de faire une passe, on a la difficulté ou le réceptionner, nécessairement, on va redonner la rondelle à l'adversaire ou on ne sera pas capable de faire progresser l'attaque. Par la suite, bien, tout ce qui est pour le joueur de centre, surtout qu'est-ce qu'on a mis l'emphase, mais c'est le synchronisme. Être capable d'être en dessous de la rondelle, du côté défensif. On est la soupape, on protège. Même... En dessous, ça veut dire que la rondelle est devant nous? C'est ça, exactement. On est positionné souvent entre le filet et la rondelle. OK. Fait que comme ça, oui, on a la possession de la rondelle, oui, on est offensif, mais on a un aspect aussi de pouvoir protéger, parce que là, on a tout le monde qui est à l'extérieur de l'enclave. Les deux défenseurs sont à l'extérieur. Ouverte, on est en attaque, on a déployé l'offensive. Exactement. Si on échappe la rondelle, on la redonne à l'adversaire, mais là, on n'a plus personne pour protéger l'enclave. Ouais, c'est pour ça que le joueur de centre, lui, c'est la soupape pour tout le monde. Puis en même temps, s'il est bien positionné, il est capable de recevoir la rondelle en pleine vitesse, puis après ça, pouvoir faire une attaque offensive qui va être intéressante. Vous en voulez plus? RDS.ca/Play 360. Encore une fois, très intéressant. C'est déjà tout pour cette semaine. Et toi, Jasmin, la semaine prochaine, tu nous parles de quoi? Bien, on avait déjà parlé un peu du Challenge Midget 3 cette semaine. On va revenir encore là-dessus la semaine prochaine et dans les prochaines semaines, j'en aurai beaucoup à vous présenter. Toi, une autre rencontre intéressante avec Sylvain Guimond est au programme? Oui, absolument. Sylvain Guimond qui nous parle de l'importance de bien communiquer pour les parents et les entraîneurs. À suivre. Hockey le magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action.